Et bonsoir, et merci d'être là. Euh, Bonsoir. on va, bonsoir. Enfin, on va évoquer justement, on est dans une période extrêmement cauchemardesque, et on va pas faire de comparaison, d'allusion à la Shoah, mais on va évoquer quelque chose d'un peu plus lumineux. Pourquoi j'ai choisi, bon, le thème des Justes, vous savez pourquoi, c'est mon livre, Les Justes en Occitanie. C'est un sujet maintenant que je maîtrise assez bien, et heureusement, pour faire un livre. Et puis, je suis allé dans deux endroits en Ariège, bon, Ariège ou le Couserans, enfin par là, dans les Pyrénées, un à Saint-Girons et l'autre à Varilhes. Varilhes, c'est un village où il n'y a rien, mais ils ont un magnifique, et je suis heureux de le dire ici, ils ont un magnifique musée de la résistance et de la déportation. J'attends que la moto passe. Et ce musée de la résistance a une exposition permanente magnifique. Donc, si vous avez l'occasion, c'est à 1 heure de train et le musée est à 5 minutes à pied du train. Il y en a toutes les demi-heures de TER ou une petite balade à Varilhes. Pas loin. Après, on peut aller à Pamiers, la cité de Gabriel Fauré ou à Foix, continuer vers le château de Foix. Tout cela est à 10 minutes de Varilhes. Donc, l'Ariège, c'est effectivement, hop, hyper intéressant parce que, d'abord, c'est où? Alors, c'est une région, comme je vous l'ai dit, définie pour situer, pour notamment pour ceux qui ne sont pas de la région de Toulouse. On a des lieux que l'on connaît bête mal parce qu'ils ont un excellent fromage, Pamiers parce que la cité de Gabriel Fauré, où est né Gabriel Fauré, et puis Tarascon-sur-Ariège, un musée de la préhistoire, mais surtout, ce qui est important, c'est que si l'Ariège se résume à cet espace euh, un peu en dessous des Pyrénées, de la Haute-Garonne, c'est surtout cette carte qui est importante parce que effectivement, l'Ariège va devenir, dès les 1940, une zone à la fois stratégique et une zone de refuge. En effet, une zone stratégique parce que proche de l'Espagne. Et alors on peut aller jusqu'à Tarbes, on peut aller loin du côté bordelais, mais c'est vrai que toutes les Pyrénées vont être extrêmement importantes dès le début de la guerre. Dans un premier temps, on en a parlé, on a une émission spéciale sur les passages en Pyrénées, passage des Pyrénées. Donc, dans un premier temps, les aviateurs qui s'échouaient sur le territoire français, y compris la zone au nord, la zone occupée, repartaient non pas par la Manche ou l'Atlantique, c'était beaucoup trop dangereux, mais par les Pyrénées. Et depuis les Pyrénées, rejoignaient Londres et refaisaient ainsi un cercle entre marche, franchissement des Pyrénées et avion. Mais c'est une zone très importante aussi parce que, vous le savez, la zone non occupée fait que on a une masse de réfugiés qui viennent dans la zone sud et cette masse de réfugiés cherche surtout à échapper aux uniformes vert-de-gris et respire un peu dans cette zone. Alors, Foix, c'est loin de Toulouse, loin de Montpellier, ce sont les premières villes qui vont accueillir des grands ensembles de réfugiés. Depuis la Belgique, par exemple, il y avait un train qui allait directement à Toulouse. Mais depuis Toulouse, depuis Montpellier, souvent, les Pyrénées, la campagne offraient une meilleure protection. On va voir, c'est aussi un lieu où les préfets, en particulier le préfet de Toulouse, envoyaient les populations juives pour les populations juives qui étaient alors assignées à résidence.
Donc, zone stratégique dès 1940, zone avec une très forte densité de population réfugiée, les juifs, mais aussi les anticommunistes, les anti-nazis plutôt, qu'ils soient communistes ou pas, donc tous les anti-nazis. Et cela donne une zone aussi avec des camps importants, c'est-à-dire qu'on a le camp de Pau, enfin le camp de Gurs, près de Pau, n'est pas très loin. Le camp de Rivesaltes, c'est à l'opposé vers Perpignan. Si je reprends ma carte, on a vers Perpignan, on a Rivesaltes. Ici, par ici, on a le camp de Gurs. Mais du côté de l'Ariège, on a ce sinistre camp, le camp du Vernet. Ce camp du Vernet, qui est un camp qui, comme je l'ai écrit, c'est un camp répressif. Ce n'est pas un camp d'internement comme les autres. Bon, c'est un camp qui est particulièrement dur et dans lequel on va enfermer en particulier les communistes. Et vous avez quelqu'un de très célèbre qui est passé là, c'est Arthur Koestler. Arthur Koestler, journaliste de Prague, je crois, mais en tout cas, il aura très vite la nationalité britannique. Et Arthur Koestler, Le Zéro et l'Infini, un magnifique roman aussi qu'il faut lire aujourd'hui, La Tour d'Ezra. C'est un roman extraordinaire écrit dans les années 30 qui raconte l'implantation d'un kibbutz, justement dans ce qui est alors le foyer national juif, et comment ce kibbutz tente de survivre lors des attaques des Arabes qui ne veulent qu'une seule chose, c'est tuer les Juifs alors présents. La tour d'Ezra, E-Z-R-A, Arthur Koestler, c'est magnifique. Et Arthur Koestler est enfermé au camp du Vernet, donc dans cette zone ariégeoise, et il raconte son incarcération, et il raconte comment, avec les autres anti-nazis, ils étaient sidérés de voir que les Français qui venaient de perdre la guerre, qui étaient censés être les ennemis des nazis, traitaient les anti-nazis comme des ennemis, au lieu de les traiter comme des amis. Et c'est un camp où, bon, comme tous les autres camps d'internement, ils avaient d'énormes difficultés à subvenir à la faim. Ils ne mouraient pas de faim au camp du Vernet parce qu'il y avait une organisation communiste qui était assez efficace. Mais malgré tout, c'était un camp où les châtiments corporels étaient très durs, où vous voyez, sont des soldats français. D'ailleurs, cette photo est étrange, on a gardé le soldat français. Et justement, il y avait de la maltraitance. Et ce qui s'est produit, c'est que dans les années très rapidement, entre 40 et 42, les nazis, les Allemands, venaient, mais ils venaient, on était en zone non occupée, mais ils venaient pas en uniforme, et ils venaient recruter parmi les anti-nazis. Ils voulaient voir si certains avaient changé d'avis. Et Arthur Koestler raconte que certains anti-nazis ont adhéré au nazisme, ont suivi, donc c'est les Allemands qui venaient les chercher, les nazis qui venaient les chercher, par la haine du français. Et il se disait, comme ça, on va pouvoir se venger sur les Français. Il a écrit des pages absolument terribles sur le camp du Vernet, qui est donc en Ariège. Donc, vous voyez, l'Ariège, déjà, ne serait-ce que ce camp, a ceci de singulier, d'unique en France. Et aujourd'hui, le camp du Vernet peut être, il en reste des éléments. Il est surtout considéré comme un camp des Espagnols qui en parlent d'un camp de concentration, et c'est là que nous ne sommes jamais d'accord avec eux. C'est l'expression espagnole. Pour nous, c'est un camp de répression ou un camp d'internement. L'Ariège, donc, c'est une zone absolument terrible, mais c'est aussi avec des lieux emblématiques. Des lieux emblématiques que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer. Là, vous avez les stèles à Aulus-les-Bains, les stèles qui répertorient les Juifs
qui ont été à la fois, enfin, les Juifs qui ont été déportés, pas les Juifs qui ont été assignés à résidence. Alors, Aulus-les-Bains est un lieu extraordinaire. C'est à flanc de montagne. Ce que vous voyez derrière ces stèles, eh bien, c'est tout simplement la montagne, les Pyrénées. Et c'est vraiment un lieu, alors comme son nom l'indique, c'est une zone de thermale, c'est une zone thermale. Donc, on avait des hôtels, donc le préfet, Chénaud de Lérich, a trouvé tout à fait naturel, tout à fait normal de de mettre des familles entières. C'était très majoritairement des Belges qui étaient ici assignés à résidence. Sur l'ensemble des 400 personnes, plus de 200 ont été déportés lors des rafles du 26. Et on a ainsi un lieu très emblématique. Alors, ce qui est intéressant avec Aulus-les-Bains, c'est que à lui seul, il contient 12 justes, divisés en trois familles, on va le voir, ou quatre familles, 12 justes. Et la ville de Montpellier, par exemple, n'a que 10 justes. Toulouse, 30. Donc, vous voyez, par rapport au village dont on peut faire le tour à pied en 10 minutes, c'est un hameau. C'est vraiment un hameau. C'est absolument extraordinaire. Ça aurait pu être d'ailleurs un village de Juste. Peut-être prendra-t-il. Il y a ensuite, en ce moment, il y a des travaux par Yad Vashem pour que les villages qui, comme cela, ont contenu beaucoup de Justes, soient plus généralement villages de Justes. Parce qu'effectivement, euh, pour qu'il y ait des justes, on l'a vu, on l'a redit, il faut des organisations juives qui amènent des enfants, et même ou catholiques ou protestantes, mais malgré tout, les organisations juives étaient présentes. Et puis, il faut le silence des voisins. Il ne faut pas la délation, il ne faut pas la dénonciation. Et finalement, tous se retrouvent euh, complices pour le bien. C'est ça qui est intéressant. À Aulus-les-Bains, donc, on va revenir sur Aulus-les-Bains dans très peu de temps. Mais en tout cas, l'Ariège est aussi singulière par ce village d'Aulus-les-Bains. Je ne sais pas si c'est la féminin, je l'ai utilisé au féminin. L'Ariège, alors ça, vous connaissez peut-être, le fameux château de la Hille à Montaigu-Plantorel. Alors ce château, aujourd'hui, on ne peut plus le visiter. C'est devenu thermal ou chambre d'hôte ou quelque chose comme ça. En tout cas, on ne peut plus le visiter. Et ce château de la Hille fait partie de ces lieux emblématiques en France parce qu'il a contenu de très nombreux enfants. Je vous donnerai une cinquantaine d'enfants. Ce château de la Hille était géré par l'une des rares organisations qui pouvait gérer des lieux, qui avait cette force financière et humaine pour créer des lieux. La plupart étaient avec l'OSE. Ça, c'est le Secours suisse aux enfants. Et le Secours suisse aux enfants est dirigé depuis Toulouse par Maurice Dubois. Et il a plusieurs lieux comme cela, dont celui-ci. Alors, Maurice Dubois, son épouse américaine, Eleanor Imbelli. Alors, très étrangement, Maurice Dubois va être nommé juste et pas son épouse. On vérifiera, je vous montrerai le tableau. En tout cas, ce qu'ils ont fait avec la CIMAD, donc eux, le Secours suisse aux enfants, plutôt d'obédience protestante, mais surtout ils dépendaient de la Suisse. Et avec la CIMAD, avec d'autres organisations, ils ont pu retirer des enfants du camp de Gurs, puis du camp de Rivesaltes. Ils les ont emmenés à Seyre, Seyre, un lieu qui a été réhabilité depuis peu avec le conseil départemental de la Haute-Garonne, et ensuite à la Hille, donc dans ce château. Ensuite, il y a une histoire absolument célèbre, c'est que nous sommes en 42, on est après les, les grandes rafles, ou juste après les grandes rafles, et les enfants sont arrêtés.
ils sont envoyés au camp du Vernet, me semble-t-il, et Rivesaltes. Et alors là, on a un épisode absolument inexplicable. On n'arrive pas à trouver la réponse, en tout cas la réponse complète. C'est-à-dire que les enfants, ils ont moins de 16 ans, plus 3 adultes, sont arrêtés, sont emmenés, sont internés et sont promis à la déportation. Or, Maurice Dubois se précipite à Vichy avec son épouse et demande une audience à Bousquet et il obtient, et c'est là le mystère, il obtient la libération de tous. Alors, la libération des enfants, cela peut s'expliquer dans la mesure où, pour l'instant, avant 43, à partir de 43, on n'a plus rien à faire, mais là on est en 42, et pour l'instant, les enfants de moins de 16 ans ne sont pas déportables. Donc, ils étaient envoyés au camp de Vernet, voilà. Et donc, effectivement, ils ont pu, vous savez, le régime de Vichy était un régime extrêmement légaliste. Il fallait que ça passe par des lois, et puis petit à petit, ces lois vont se déliter. Mais jusqu'en 44, où là, c'est la loi d'Alois Brunner qui fait loi. Mais 42, oui, on peut entendre la loi et effectivement, on peut entendre que Bousquet a fait libérer les enfants qui avaient moins de 16 ans. Mais il y a 3 adultes aussi, juifs. Là, c'est très mystérieux. Très mystérieux. Pourquoi il a cédé? La légende dit que Maurice Dubois a menacé le régime de Vichy, de l'absence de neutralité de la Suisse. C'est du bluff, très probablement, dans la mesure où la Suisse n'a jamais fait beaucoup d'efforts pour les Juifs, bien même aucun effort, et a beaucoup, beaucoup refoulé de familles juives dans la mesure où la Suisse acceptait uniquement les jeunes enfants avec des jeunes couples. Voilà. Donc, mais c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé au château de la Hille, Maison de la Serre, château de la Hille. Et puis, la suite de l'histoire, je vous la raconterai après, parce que c'est un peu le teasing. Donc, vous voyez, l'Ariège, c'est important, euh, à la fois dans les extrêmes, enfin, c'est important dans les extrêmes, un camp particulièrement dur, le camp du Vernet, des lieux de sauvetage, en particulier emblématiques comme le château de la Hille, et finalement, si on prend, alors là, j'ai fait une capture d'écran à partir du site de Yad Vashem. Donc, dès que vous voulez des informations sur les justes, il n'y a qu'un site qui fait foi, c'est celui de Yad Vashem, et c'est logique, puisque vous le savez déjà, c'est Yad Vashem qui décerne le titre de juste, donc c'est Yad Vashem qui possède tous les dossiers. Et si vous cherchez un nom, par exemple, l'autre fois, j'avais un nom d'une personne, on m'a dit cette personne a été juste. J'ai dit attendez, on a vérifié en direct. Non, elle apparaissait pas dans le site, donc non, ça fait partie de ces personnes qui ont sauvé, mais qui n'ont pas obtenu le titre de juste parce que les dossiers n'ont pas été faits pour eux. Donc, en Ariège, si on fait simplement une recherche, alors je prends il y a 20 personnes, enfin, 20 occurrences, puisque parfois ce sont des familles, parfois c'est 4, donc c'est un peu plus que 20. Et ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le site d'origine, le site de Jérusalem. Il est en anglais, en hébreu et en russe. Il n'est pas en français, mais il a plus d'informations que le site français, Yad Vashem France, qui lui est une réplique, mais pas une réplique enfin, pas une réplique au mot près, c'est une réplique avec des résumés. Donc, les justes d'Ariège, on va voir, il y a 2 pages en tout qui font 20 noms. Si on regarde de plus près ces justes d'Ariège, vous voyez que parfois le titre a été décerné en Suisse. Et là, c'est le Secours suisse aux enfants avec
Maurice Dubois, sans son épouse, c'est regrettable, avec Anne-Marie Imhoff, qui était la seconde, enfin qui s'occupait aussi du château de la Hille, et pareil, qui est de nationalité suisse. Et puis, des professeurs, parce qu'ils ont fait venir les professeurs depuis la Suisse, donc Steiger Sébastien et Tobler Margareta, les professeurs qui s'occupaient des enfants juifs, et la fameuse Rosa Neff, on va en parler beaucoup. Rosa Neff, je vais lui consacrer euh, un peu de temps. Et si on regarde parmi ces 20 personnes de l'Ariège, donc on a Montaigu Plantorel, enfin 20 et quelques, 25, 26, Montaigu Plantorel très présent, c'est l'endroit où se situe le château de la Hille, Aulus-les-Bains très présent, avec trompette et plus haut, on va en parler à Aulus-les-Bains, la famille Anné, la famille Beck, et il nous manque évidemment, elle est où? La famille Acoué et Rogal. Bah, il me manque un bout. Non. Roalus, Olus, Bac. Ouais, ça va venir. Hop, peut-être dans l'autre page. Oui, voilà, Rogal. Agouo et Rogal, ils sont là. Donc, Aulus-les-Bains, 4 familles et 12 justes. Et puis ensuite, vous voyez, c'est pas très étendu dans ce magnifique village de Carlabail. On verra un peu les histoires, Lavelanet. Mais restons encore au château de la Hille. Voilà, Rosanef. Rosanef. Rosanef, c'est la dame blonde que vous voyez là en costume d'infirmière. Elle a une histoire absolument magnifique. Euh, c'est pour ça elle est assez connue. Elle sort parmi les 600, ouais, 600 justes, euh, titres de juste attribués en France. Elle fait partie des plus célèbres. D'abord, elle était infirmière avec le docteur Schweitzer, ce célèbre docteur Schweitzer en Afrique. Et elle a commencé comme ça en Afrique. Puis en 41, elle est à Seyre, donc toujours dans la même région, puis la Hille. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant, c'est que au moment où les enfants, il y a une quarantaine d'enfants, au moment où les enfants sont enfermés au camp du Vernet, elle va avec eux et elle s'enferme avec eux et elle est prête à partir avec eux. C'est un scénario qu'on a vu souvent. Marianne Cohn, elle n'a pas voulu quitter les enfants qu'elle voulait faire passer en Suisse et elle est morte enfin, avant eux, massacrés. Eux, ils ont été déportés. Mais on a Marianne Cohn, on en a plusieurs ainsi. Et c'est ce qui s'est produit pour Ozanef, sauf que, comme je vous l'ai dit, Maurice Dubois a obtenu la libération des enfants. Rosanef, n'étant pas juive, il n'y avait aucune raison légale de la laisser enfermer, puisqu'il n'y avait aucune loi qui punissait les non-juifs qui sauvaient les juifs. On est en 42, c'est en 44 que les choses vont s'empirer. Mais là, elle sort avec les enfants. Et ce qui est à la fois magnifique, tragique, c'est que on est en 42, elle voit bien que les enfants ne sont pas en sécurité. Elle voit bien qu'il faut les faire partir. Et elle va créer elle-même 2 réseaux, un réseau de passage vers l'Espagne et un réseau de passage vers la Suisse qu'elle connaît bien. Donc, elle va elle-même créer ses propres réseaux pour faire partir les enfants. Malheureusement, le passage vers la Suisse, comme je vous le disais, se passe souvent mal. Des enfants sont arrêtés, sont déportés. La Croix-Rouge, puisque le secours aux enfants dépend de la Croix-Rouge, dont le rôle pendant la guerre est très complexe, pour rester poli. La Croix-Rouge la démet de ses fonctions et veut qu'elle rentre en Suisse. Elle ne rentrera pas en Suisse, elle va rester en France, se rendre utile
auprès de tout le monde, de tous ceux qui le veulent, toujours dans le sauvetage des enfants. En particulier, on a ces réseaux constitués, comme je vous l'ai dit, de la CIMAD, de la Croix-Rouge, de secours aux enfants. Donc, elle est très utile. Et ce qui est très touchant, c'est qu'à la fin de la guerre, elle ne repart pas en Suisse. Elle est dégoûtée par l'attitude de son pays pendant la guerre, du fait que finalement, ils n'ont jamais, jamais, jamais arrêté la moindre déportation d'enfants. Ils leur apportaient des gâteaux, certes, mais ils n'en sont jamais intervenus vraiment. Et elle ne rentre pas en Suisse, elle part vivre au Danemark et elle ne reviendra en Suisse qu'à sa retraite après être allée au Danemark. Très grande dame à qui il faut vraiment rendre hommage. Et Rosa Neff, c'est quelqu'un qui est resté dans beaucoup, beaucoup de mémoire. Alors, l'Ariège, c'est aussi évidemment le passage des Pyrénées. On a vu sa situation stratégique et parmi la liste de ceux qui ont des justes, on a ceux qui ont sauvé des enfants, ceux qui les ont cachés, on va en parler, et puis le passage des Pyrénées. Là, vous avez la famille Ah, Agouo. est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Non, si, ça c'est d'accord. On a la famille Agouo Rogal. Ici, j'adore cette photo avec. On voit, ce sont des bergers et on voit Jeanne. Jeanne ici, quand elle avait 17-18 ans, et Jeanne quand elle a reçu sa médaille des Justes, et avec le regretté Albert Sefer. Albert Et Sefer. vous connaissez l'histoire de Jeanne Régal, je la raconte souvent. Euh, c'est le passage des Pyrénées avec une famille. Dans la famille, il y a une grand-mère et un bébé. Et le père demande à Jeanne de porter le bébé parce qu'il faut qu'il s'occupe, lui, de faire passer les Pyrénées. Je vous rappelle, le passage des Pyrénées, aujourd'hui, c'est une randonnée de 3 heures. On a un petit parcours d'ailleurs depuis Aulus jusqu'à la prison de Sorte. C'est très agréable. Les grands esprits se Ah, mais rencontrent. comment on l'arrête Hop, non, hop, hop, D'accord. voilà. Et là, le passage des Pyrénées, à l'époque, se faisait la nuit, au moment où il fait le plus mauvais temps pour éviter de croiser des douaniers. Il faut bien voir que les douaniers allemands possédaient des chars avec des chenilles pour aller dans la neige, possédaient des, comment ça s'appelle, des projecteurs ultra puissants et bien sûr des armes. Donc la nuit de préférence, et quand il faisait mauvais, non pas la nuit de préférence, toujours la nuit, de préférence quand il faisait mauvais, et de préférence quand il faisait au petit matin, au moment le plus froid. Jeanne traverse les Pyrénées avec son bébé, la famille s'en va, et puis 40 ans après, alors, ils ont mis près de 8 heures pour faire cette traversée, elle s'en souvenait parfaitement, et le bébé, car plus de 40 ans après, il est à côté là, et c'est lui qui vient chercher la famille qui l'a sauvé, qui a sauvé sa famille, et c'est comme cela qu'elle a eu le titre de juste. Alors, c'est vrai qu'à Aulus-les-Bains, c'est le passage des Pyrénées, davantage que le fait de cacher des familles, et souvent par des fermiers. C'est l'occasion de parler des motivations. Euh, dans l'Ariège, dans ce que j'ai pu lire, il n'y a pas de réseau catholique. Mais il y a la, la haine ou le rejet du Bosch. C'est une réponse que m'avait donnée Jeanne quand je l'avais rencontrée à plusieurs reprises. Et je lui disais, vous saviez que vous preniez des risques? Elle disait, oui, mais ce n'est pas les Bosch qui allaient nous dicter leurs lois. L'Ariège a perdu plus de 60% de ses hommes durant la Première Guerre mondiale, donc la rancune est assez tenace. Et c'est vrai que là, on a une motivation à la fois la haine du Bosch, donc une forme de résistance. On est véritablement dans la résistance civile. Certains des passeurs gagnaient de l'argent,
d'autres le faisaient sans argent. C'est assez flou à ce niveau-là. Donc, on va rester dans ce flou. Et en tout cas, il y avait une motivation patriotique et puis une motivation de charité, d'humanisme qu'on retrouve chez tous les justes. L'autre cas de figure, c'est très intéressant. Je ne l'ai pas vu, par exemple, dans le Comminges, je ne l'ai pas vu à Montpellier. Ce sont les Espagnols. Et, ah ben là, c'est la même chose. Je me suis trompé dans mon PowerPoint, mais c'est pas grave. Les Espagnols, en fait, il y en a deux. Il y a, je vais les retrouver. Donc, Madame Martinez, qui était à Lavelanet, Martinez, José et Maria. Et puis, on a une autre famille espagnole qui est Faya Concepción. Et ça, c'est hyper intéressant. Ce sont des familles qui ont été elles-mêmes internées le plus souvent à Gurs, qui elles-mêmes ont connu l'exil, la faim, le froid, et donc et elles vont aider d'autres familles. Alors, si on prend Madame Martinez, son histoire et ce qu'elle a fait pendant la guerre, elle a surtout caché, elle a caché deux familles, euh, enfin deux familles, la famille Whiter et la famille Trafiquant. Et si, est-ce que je l'ai mis après? Non, on reviendra dessus. Donc, la famille qu'elle a sauvée, c'est eux. Ça, je trouve très beau de nous rappeler qui ils ont sauvés, de nous rappeler comment ils les ont sauvés. C'est-à-dire qu'on a des hommes, des femmes, des enfants. C'est tellement loin dans le temps qu'on a tendance à oublier, qu'on a tendance à déréaliser. Or, c'est beaucoup plus intéressant de voir, ben oui, ce sont des êtres vivants. Alors ceux-là, ils ont survécu. C'est la famille Trafiquant. Et là, c'est aussi très, très joli. Trafiquant, c'était l'oncle, c'était le frère de la mère. Et ils ont tous survécu, en particulier la petite, euh, la petite Sarah. Non, la Sarah, c'est les parents. Euh, la petite, je vais vous retrouver le nom. Victoria. Ouais. Victoria. Et donc, on a ainsi, on a ainsi, euh, non, ça, non. Et on a ainsi plusieurs familles. Donc, je voudrais revenir sur l'autre famille parce qu'elle est intéressante. Ça, c'était la famille Martinez et Faya Concepcion. Alors, Faya Concepcion, elle a fait le camp. Alors, j'ai pas pris sa photo, je le regrette, mais tant pis. Vous la retrouverez sur le site de Yad Vashem. Elle a fait le camp de Rivesaltes, elle a subi le camp de Rivesaltes, le camp de Gurs, avant de s'installer à Pamiers. Et ce qui est intéressant, c'est que Faya Concepcion, toute seule, son mari n'est pas nommé, elle était couturière et elle a caché et aidé à passer les Pyrénées. Donc, on a comme cela dans l'Ariège, si je résume et je vous ai promis de ne pas être trop long à la fois pour qu'on en parle et puis parce que on a, ben, voilà. En ce moment, on a tellement l'esprit occupé par ce qui se déroule pour nos familles qu'on a beaucoup de mal à se concentrer dans ce que l'on fait. J'en suis désolé. Mais la, si on voit ce qui se passe en Ariège, qui est hyper intéressant, ce ne sont pas des réseaux catholiques. On n'a pas des ordres venant d'un cardinal ou autre. On n'a pas on a une sensibilité de travailleurs et c'est pas des communistes, mais une sensibilité de travailleurs et avec une solidarité de travailleurs. On a ce rejet de l'allemand parce que l'Ariège, la jeunesse ariégeoise a énormément souffert de
durant la Première Guerre mondiale, du taux de mortalité de leurs jeunes hommes. On a cet esprit un peu libre aussi. Ça se voit aujourd'hui encore. Si vous allez à Saint-Giron ou ailleurs, on voit c'est différent. Et c'est différent parce que c'est les Pyrénées et parce que l'Espagne est à côté. En fait, on est au bout de quelque chose. Et ce bout de quelque chose nous donne c'est un esprit quasiment insulaire. On parle beaucoup des Corses, de ce qu'ils ont pu faire. J'ai l'impression que l'Ariège, mais on pourrait dire cela de l'Aveyron, on pourrait se dire, il y a des régions comme ça qui vivent euh, entre eux, mais avec une solidarité pour les malheureux. Et c'est ça qui est très beau en Ariège. On a on a des gens, comme on dirait dans un, dans, dans une chanson, on a des gens bien, quoi. Et c'est ça que je voulais faire. Je voulais rendre hommage à ces gens bien. On pourrait imaginer un Tour de France, mais on va voir que c'est à peu près les mêmes. Enfin, un Tour de France, non, un Tour d'Occitanie. Le Comminges, c'est un peu la même chose. Vous savez, le Comminges, c'est plus précisément Saint-Gaudens, Montrégeau, Luchon, Hautes-Pyrénées, quoi, avec les Hautes-Pyrénées. Et on retrouve un peu ce même état d'esprit avec ce qui n'est pas en Ariège, on trouve beaucoup plus d'instituteurs. Là, dans les 20 familles, on va dire, on n'a pas d'instituteurs. C'est assez étonnant. On n'a pas de maire ou ou de personnel qui travaille dans les mairies. On le trouve plutôt à Luchon. Mais pourquoi, je ne sais pas. On n'a pas d'explication. Mais en tout cas, on a une population à la fois humble, simple et très généreuse, parce qu'il ne faut jamais oublier que pour qu'il y ait des justes, il faut le silence autour et une solidarité autour d'eux. Je vous remercie. Et là, voilà, je voulais être bref et je voulais être concis. Et si vous avez des remarques, la comparaison avec l'Aveyron, ou je ne sais, je vous écoute. Alors pour ma part, j'ai pas de questions. Oui, je suis désolé parce que j'ai dû vous quitter un bref Pas grave, moment. Parce on qu'en pourra le fait, réécouter, voilà. le revoir. Oui, je pourrais le réécouter. Ouais. Ouais. Bon, ouais. Est-ce que c'est sur les familles espagnoles, est-ce qu'on connaît la charnière entre le moment où eux-mêmes étaient victimes et où le moment où ils ont pu devenir Oui, en fait, ça se fait, je vais retrouver, quand on retrouve la fiche, l'aide, elle a lieu précisément. Waouh. En tout cas, j'ai pas mis sa photo à Concepción. Elle a fait passer énormément de monde. Et là, on nous sommes, je regarde un peu les biographies, et voilà. Elle a fait passer depuis Pamiers. Non, on n'a pas les années. Disons que, en général, à partir de fin 40, beaucoup d'Espagnols ne se sont pas échappés. Ils ont trouvé un travail. La législation, en fait, des internés des républicains espagnols, c'était que s'ils trouvaient un travail, dans un premier temps, ils allaient travailler. Le premier temps, c'est-à-dire l'année de 40, quoi. Ils allaient travailler et ils revenaient le soir dans le camp. Et petit à petit, avec l'indépendance financière, eh bien, ils pouvaient s'installer à l'endroit où ils travaillaient. C'est pour ça que longtemps, on a une légende concernant Marcel Langer. On dit c'est échappé du camp. Absolument pas. Il a tout simplement trouvé un travail. Donc, 40, 41, 41, il reste très peu d'Espagnols dans les camps. Il y en reste, mais beaucoup moins. Et c'est pour ça que le camp va changer et on va passer à des camps d'internement pour les Juifs avec une population juive. Et 42, au moment des rafles, il y a quasiment, enfin, je n'ai pas les chiffres, donc c'est pas quasiment plus, mais en tout cas, ils sont très, très minoritaires dans les camps d'internement. mais en même temps, je me dis,
en étant enfermés dans un camp, comment ils pouvaient trouver un travail? Comment ça se Parce qu'ils passait? sortaient, non, non, ils étaient enfermés, ils pouvaient sortir. Donc, ils avaient des autorisations ponctuelles. Ah, d'accord. Et même les Juifs, avant 42, avaient des autorisations ponctuelles de sortie. Euh, pour, euh, pour aller, par exemple, s'ils avaient un membre de la famille qui n'était pas interné, ils pouvaient aller le voir. Des enfants qui devaient avoir des soins particuliers pouvaient sortir. Et c'est ce que faisait la CIMAD et les autres organisations, c'est-à-dire qu'ils les faisaient sortir pour des soins particuliers, mais ils ne revenaient pas. C'est comme ça que près de Perpignan, près de Rivesaltes, la maternité d'Elne, les femmes enceintes allaient à Elne, à la maternité d'Elne, mais elles revenaient ou pas. C'était parfois elles trouvaient des moyens de ne Non, pas mais venir. Parce ouais, qu'elles ouais, étaient prises en charge, elles partaient pas toutes seules. C'est ça la difficulté. Elles étaient prises en charge par l'OSE, par le Secours suisse, par ouais. les autres. Oui, mais du coup, ceux qui tenaient le camp, ils n'ont pas dit, ah bon, ben, si y en a qui ne reviennent pas, on ferme complètement. Enfin, tu vois, ils auraient pu dire Non, ça. alors, il y a eu ça dépendait du chef de camp et ça dépendait des périodes. On est jusqu'en 42, on n'est pas encore dans les grafles, on n'est pas encore dans les déportations, on est dans une population civile enfermée, affamée, maltraitée, même si c'est pas totalement volontaire. Donc, oui, on sait que l'accouchement est très dangereux, le taux de mortalité est très important. Vaut mieux aller dans une maternité, puis ça se voit, quoi. Donc, Mm, les enfants, pareil, les enfants, quand ils sont vraiment dénutris, à ce mm, moment-là, on les a emmenés ailleurs, le temps de se refaire une santé. Et on a à Palavas-les-Flots, de la même manière. Palavas, il y avait une sorte pas d'hôpital, mais enfin, un lieu où on soignait les enfants. Mais mm. soit ils revenaient, soit ils revenaient pas. Soit ils étaient pris en charge. En général, alors, c'était pas systématique, sinon c'est pas effectivement ça fermait le camp. Enfin, il y avait toute une stratégie que mettaient en place ces femmes, particulièrement ces femmes, les organisations de sauvetage. Mm. Est-ce qu'il y a eu des témoignages après de ces enfants qui donc ont été soignés et Oui, qui ont bien pu sûr, bien sûr. Mais échapper par exemple, le château de la Hille, il y a un livre qui n'est pas traduit en français de Reed, R-E-E-D, où il raconte tout son périple depuis le château, enfin, depuis la maison de ville de Serres, la maison de Serres, le château de la Hille, le passage en Espagne et les États-Unis. De même, ceux qui ont été sauvés dans la maternité d'Elne, maintenant ils sont bien sûr plus ou moins morts, mais ils ont témoigné tous, bien ont sûr. témoigné. Les femmes aussi. Oui, oui, on a les témoignages. En fait, il y a, on- ça nous semble fou parce que on a un processus génocidaire qui concerne toute l'Europe, mais à côté de ça, ben, sans arrêt, faut arriver à trouver l'astuce, à trouver la fente dans cette armure qui est là pour vous enfermer et puis vous tuer. Et c'était ça le boulot des assistantes sociales, c'était de rester jour et nuit et dès qu'il y avait des listes de déportés, elle regardait légalement, selon la loi de Vichy, qui n'avait pas à rester là. Et si on pouvait trouver une astuce, eh bien, on créait des faux papiers à ce moment-là. Par exemple, ça peut sembler fou, quelqu'un qui avait un visa pour l'étranger pouvait ne pas être déporté. Avant, enfin, avant Avant 42 ans. avant 43, 42, oui, parce que c'est les premières déportations 42, mais avant 43. Eh bien, soit il y avait un visa, soit on fabriquait des faux visas. Mais Mm. là aussi, ta remarque, Anne, elle est judicieuse. Il ne faut pas non plus faire sortir 300 personnes avec des faux visas. Ça ne marchera plus. Et c'est là que André Salomon le dit. Elle avait des cas de conscience parce Mm. qu'il fallait choisir. Mhm. Il fallait choisir. Mm. Vous ne pouvez pas faire libérer tout le monde. Et elle raconte comment une mère
qui était enfermé avec son enfant, lui tendait l'enfant, lui montrait l'enfant depuis le wagon et elle ne faisait rien, elle ne pouvait rien faire. C'était trop tard. C'est trop tard et puis c'était, voilà, il fallait, enfin, c'est horrible. Et elle n'endort pas, André Salomon, elle raconte cela dans les années 80. C'est une image qui la hante. Mm, Elle allait mm, faire des choix. mm. Ouais. Enfin, Ouais. on n'a pas fini. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup Merci à d'avoir. toi. Et puis, quand on le sait, ça va être diffusé sur la page YouTube. La semaine prochaine, Il n'y a rien. il Il y y a a rien. Il n'y a rien. On se retrouve le 26 Le avec 26. la conférence d'Izzy Morgenstern sur les premiers textes mystiques juifs extra-bibliques. très bien. Voilà. C'est 26 octobre, 18h30 en Zoom. Bon, et puis le 9 Et en suivant, novembre, après, on débute nos journées de la culture juive pendant oui. un mois. Les programmes sont en train d'arriver, les affiches bientôt seront dans toute la Il y suite avait de des Bruxelles. affichettes hier. Oui, Un il y a eu guichet. quelques petites affichettes. Mm. Merci, bon courage à tous en ce Merci. moment. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci, Maurice.